La scène précédente devenait de plus en plus irréelle. Il était de moins en moins croyable que ces yeux-là, il y avait à peine quelques instants, m'eussent fixé d'un regard pesant et sinistre. Oh, dans ces choses, Hermine était pareille à la vie elle-même. Rien que le moment présent, impossible à prévoir. Maintenant, elle mangeait. Et le canneton, la salade, la tarte et la liqueur étaient pris au sérieux, devenaient un sujet de causerie et de critique, de plaisir et de fantaisie. Dès qu'on emportait le plat, s'ouvrait un nouveau chapitre. Cette femme, qui avait vu jusqu'au fond de moi, qui paraissait en savoir sur la vie plus que tous les sages, jouait au jeu enfantin du moment présent avec un art qui faisait de moi son élève. Que ce fût la plus haute sagesse ou la plus simple candeur, n'importe. La vie ne pouvait rien sur qui savait vivre ainsi, exister par l'actualité, apprécier la valeur éphémère de tous les instants, cueillir avec soin, souriant, toutes les petites fleurs de la route. Et cette joyeuse enfant, avec son bel appétit, avec sa gourmandise enjouée, serait en même temps une rêveuse et une hystérique qui souhaitait la mort, ou une froide calculatrice qui, en pleine connaissance de cause, voulait me séduire et faire de moi son esclave. Ce n'était pas possible. Simplement, elle était tellement la femme du moment, s'abandonnait si bien à l'instant présent qu'elle était accessible de même qu'à tout caprice joyeux, à tout frisson obscur et passager venant des lointains de l'âme, et qu'elle s'y livrait jusqu'au bout. Cette Hermine, que je voyais aujourd'hui pour la deuxième fois, savait tout de moi. Il ne me semblait pas possible de lui cacher quoi que ce fût. Peut-être n'aurait-elle pu entièrement pénétrer ma vie intellectuelle et me suivre dans la sphère de mes relations avec la musique, avec Goethe, avec Novalis ou Baudelaire, mais ce n'était pas sûr. Peut-être y eût-elle réussi sans effort. D'ailleurs, qu'en restait-il de ma vie intellectuelle? Tout n'était-il pas en lambeaux? N'avait-il point perdu son sens? Quant à mes autres problèmes et besoins intimes et personnels, je ne doutais pas qu'elle ne les comprît tous. Bientôt, je lui parlerai du loup des steppes, du traité de tout ce qui jusque-là n'avait existé que pour moi, dont jamais je n'avais soufflé mot à un être humain. Je ne pus résister à la tentation de commencer tout de suite. Hermine, dis-je, il m'est arrivé dernièrement une drôle de chose. Un inconnu m'a donné un petit livre imprimé, comme on en distribue à la foire, et dedans il y avait mon histoire et en général tout ce qui me concerne. Dis, n'est-ce pas un peu curieux? Et comment s'appelle ce livre? Demanda-t-elle à la légère. Traité du loup des steppes. En voilà un nom. Loup des steppes, épatant. Alors, c'est toi le loup des steppes? Oui, c'est moi, je suis un être à moitié loup et à moitié homme, ou du moins je le crois. Elle ne répondit pas. Avec une attention pénétrante, elle scruta mes yeux, mes mains, et pour un instant, son regard et son visage retrouvèrent leur gravité profonde et leur austère ferveur. Je crus deviner ses pensées. Étais-je assez loup, se demandait-elle, pour exécuter son dernier ordre? Ce n'est bien entendu qu'une imagination, dit-elle, retournant à la gaieté, ou, si tu veux, une poésie. Mais il y a quelque chose là-dedans. Aujourd'hui tu n'es pas un loup, mais l'autre jour, quand tu es entré dans la salle comme si tu venais de tomber de la lune, tu étais véritablement une sorte de brute. C'est bien ça qui m'a plu. Elle s'interrompit sous le coup d'une idée soudaine et dit comme frappée:
Ah, que c'est stupide ce mot brute, ou ce mot de fauve. On ne devrait pas parler ainsi des animaux, ils sont souvent affreux, mais tout de même plus vrais que les hommes. Comment vrai? Euh, que veux-tu dire par là? Eh bien, tu n'as qu'à regarder un animal, un chat, un chien, un oiseau, ou surtout une des belles grandes bêtes au jardin des plantes, une girafe ou un puma. Tu ne peux pas t'empêcher de voir qu'ils sont tous vrais, qu'il n'y a pas une seule bête qui soit embarrassée ou ne sache que faire ni comment se conduire. Elles ne veulent pas te flatter ni t'en faire à croire. Pas de comédie. Elles sont, elles, comme des pierres, des fleurs ou des étoiles. Compris? Oui, je comprenais. La plupart du temps, les bêtes sont tristes, poursuivit-elle, et quand un homme est triste, non parce qu'il a mal aux dents ou qu'il a perdu de l'argent, mais parce qu'il sent une fois pendant 1 heure ce que c'est que tout de la vie, alors il ressemble un peu à une bête, il a l'air malheureux, mais plus vrai et plus beau que toujours, c'est exact. Et c'est bien l'air que tu avais, loup des steppes, quand je t'ai vu la première fois. Et, et alors, Hermine, que penses-tu de ce livre où je suis décrit? Ah ça, tu sais, je ne peux pas toujours penser. Nous en reparlerons une autre fois. Tu pourrais bien me le faire lire, ou bien non. Si je me remets un jour à la lecture, donne-moi donc un des bouquins que tu as écrits toi-même. Elle demanda un café et parut pendant un long moment distraite et inattentive, puis, tout à coup, elle rayonna et sembla au bout de ses réflexions. Allô, allô, cria-t-elle gaiement. Ça y est. Quoi donc? Eh bien, mais cette histoire avec le foxtrot, j'y pensais tout le temps. Dis-moi, as-tu une chambre où nous pourrions de temps en temps danser tous les deux? Si elle est petite, ça ne fait rien, mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au-dessous qui puisse se plaindre parce qu'on ferait un peu trembler le parquet. Bon, très bien. Tu peux donc apprendre à danser chez toi. Oui, dis-je timidement, tant mieux, mais je croyais qu'il fallait de la musique. Naturellement, mais la musique, tu l'achèteras toi-même. Ça ne coûtera pas plus cher qu'un cours de danse, et le professeur, tu l'économiseras, puisque ce sera moi. Ainsi nous aurons de la musique tant que nous voudrons, et par-dessus le marché, il nous restera le gramophone. Le gramophone? Mais oui, tu en achèteras un tout petit, avec quelques disques. Parfait, m'écriai-je. Et si tu réussis vraiment à m'apprendre la danse, tu recevras le gramophone en guise d'honoraire. Entendu? Je dis cela d'un air détaché, mais ce n'était pas de la gaieté de cœur. Je ne pouvais me représenter dans mon cabinet de travail plein de livres cette espèce d'appareil qui ne m'inspirait aucune sympathie, et j'avais aussi bien des préventions contre la danse elle-même. À l'occasion, pensais-je, je pourrais essayer, bien que persuadé d'être trop vieux et trop raide pour ce genre d'exercice, mais comme cela, tout de go, c'était pas trop précipité, et je sentais monter en moi toute la résistance du vieil amateur de musique raffinée, au gramophone, au jazz et aux danses modernes, faire marcher dans ma chambre, dans mon refuge, dans la cellule de mes pensées entre Novalis et Jean-Paul, les disques à succès américains et danser à leur musique. Non, 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 c'était trop. Aucun homme ne pouvait exiger un tel sacrifice. Mais ce n'était pas un homme qui l'exigeait, c'était Hermine. Elle avait à ordonner, moi à obéir, et bien entendu, j'obéis. Nous nous rencontrâmes le lendemain après-midi dans un café. Hermine était déjà là, assise devant une tasse de thé. Elle me montra, en souriant, un journal où elle avait découvert mon nom.
C'était une de ces feuilles de polémique réactionnaire de mon pays, où paraissent en série de temps à autre des articles injurieux à mon adresse. Pendant la guerre, j'avais été l'adversaire de la tuerie. Après la paix, j'avais réclamé du calme, de la patience, de l'autocritique, de l'humanité. Je m'étais opposé à la passion nationaliste qui devenait de jour en jour plus sauvage, plus féroce et plus stupide. Cette attaque était comme les précédentes, mal écrite, à moitié rédigée par le rédacteur, à moitié plagiée chez ses confrères de la presse de droite. Personne, on le sait, n'écrit aussi mal que les défenseur des idéologies périmées. Personne. Personne ne fait son métier avec aussi peu de soin, de propreté et d'effort. Hermine avait lu l'article et par conséquent appris que Harry Haller était un pandard et un sans-patrie et que naturellement notre pays allait au désastre tant qu'on supportait ces idées et ces gens qui serinaient aux jeunes des sentimentalités humanitaires au lieu de la vengeance contre l'ennemi de la race. Est-ce bien de toi qu'il s'agit? Demanda Hermine en m'indiquant mon nom. Tu t'es fait là de beaux ennemis, Harry. Ça t'ennuie? Je lus quelques lignes, et c'était comme d'ordinaire, chacune de ces insultes m'était connue depuis des années jusqu'à la satiété. Non, dis-je, j'y suis habitué. J'ai exprimé plusieurs fois l'opinion que chaque peuple, et même chaque homme en particulier, au lieu de se bercer par des questions de culpabilité, politique, hypocrite et faussée, devrait s'examiner lui-même pour savoir dans quelle mesure, par ses manquements, ses omissions, ses mauvaises habitudes, il est responsable de la guerre et de toute la misère du monde. J'ai dit que c'était le seul moyen d'éviter peut-être la guerre prochaine. C'est cela qu'il ne me pardonne pas, car, bien entendu, ils sont tous innocents, le Kaiser, les généraux, les grands industriels, les politiques, les journaux, nul n'a rien à se reprocher, et ce n'est la faute de personne. On croirait que tout va, on ne peut mieux dans le monde. Seulement voilà, il y a une douzaine de millions d'hommes assassinés, et vois-tu, Hermine, même si ces insultes ne peuvent plus m'agacer, quelquefois tout de même elles m'attristent. 2 tiers de mes compatriotes lisent cette espèce de journaux, entendent ces chansons matin et soir, de jour en jour, on les travaille, on les serine, on les traque, on les rend furieux et mécontents, et le but, et la fin de tout, est encore la guerre, une guerre prochaine, probablement encore plus hideuse que celle-ci. Tout cela est simple et limpide. Chacun pourrait le comprendre s'il se donnait la peine d'y penser une heure, mais personne ne le veut, personne ne désire échapper, ni pour lui, ni pour ses enfants, à une nouvelle boucherie. S'il ne peut le faire qu'à ce prix, réfléchir une heure, rentrer en soi un instant et se demander combien on est responsable soi-même du désordre et de la méchanceté de ce monde. Cela nul n'y consent. Donc, tout se poursuivra, comme toujours, et des milliers de gens préparent tous les jours avec zèle la guerre prochaine. Depuis que je le sais, je suis paralysé et désespéré. Il n'y a plus pour moi de patrie et d'idéal, décor truqué, bon pour les messieurs qui travaillent à un nouveau massacre. À quoi bon penser, dire, écrire quelque chose d'humain, remuer dans sa tête des idées meilleures? Pour 2 ou 3 hommes qui le font, il y a jour après jour des milliers de journaux, de revues, de discours, de séances publiques et secrètes qui recherchent et qui obtiennent tout le contraire. Hermine m'avait écouté avec sympathie. Oui, dit-elle, tu as raison. Naturellement, il y aura une nouvelle guerre. On n'a pas besoin de lire les journaux pour le savoir. On peut être triste, mais cela n'a aucune valeur. C'est comme si on s'attristait sous prétexte qu'un jour, en dépit de ce qu'on peut faire, on mourra irrévocablement. La lutte contre la mort, mon cher Harry,
est toujours une chose belle, magnifique et respectable, de même que la lutte contre la guerre, mais c'est en même temps du donquichotisme sans issue. Peut-être, m'écriai-je violemment, mais avec des vérités comme celle-ci, que nous mourrons tous et que par conséquent on peut se moquer de tout, rend toute la vie plate et bête. Faut-il donc tout abandonner, renoncer à tout esprit, à tout effort, à toute humanité, laisser gouverner l'argent et l'ambition et attendre la prochaine mobilisation en buvant des bocs? Le regard que maintenant me jetait Hermine était bien curieux, un regard de camaraderie intime, amusé, malicieux, moqueur et en même temps si lourd de savoir et de gravité sans fond. Mais non, il ne le faut pas, dit-elle maternellement. Et ta vie ne devient pas plate et bête parce que tu sais que la lutte sera sans succès. Il serait bien plus plat, Harry, de lutter pour quelques belles idéales en croyant que tu l'atteindras. Les idéaux sont-ils là pour être atteints? Vivons-nous donc, nous autres, pour nous débarrasser de la mort? Non, nous vivons pour la craindre et aussi pour l'aimer. Et c'est grâce à elle que ce petit bout de vie, quelquefois, l'espace d'une heure, brûle d'une flamme si belle. Tu n'es qu'un enfant, Harry, tu n'es qu'un enfant. Sois sage et viens avec moi. Nous avons tant à faire. Je ne me soucierai plus aujourd'hui de la guerre ni des journaux, et toi? Oh, moi, j'étais docile. Nous allâmes ensemble. Ce fut notre première promenade en ville, dans un magasin de musique, et après avoir examiné, ouvert, refermé et mis en marge nombre de gramophones, nous en trouvâmes un gentil et bon marché. Je voulus l'acheter séance tenante, mais Hermine me retint, et je dus l'accompagner dans un autre magasin pour y revoir et réentendre les appareils de toutes les marques et de toutes les tailles, du plus coûteux au moins cher. Seulement alors elle consentit à retourner dans la première maison pour y acheter l'appareil choisi. Tu vois, dis-je, nous aurions pu nous épargner cette peine. Tu crois ça? Et demain, peut-être, nous aurions trouvé le même appareil exposé dans une autre vitrine pour 20 francs de moins. D'ailleurs, c'est amusant de faire des emplettes. Et les choses amusantes, il faut les goûter jusqu'au bout. Accompagnés du livreur, nous nous rendîmes chez moi avec notre acquisition. Hermine examina en détail mon salon, fit l'éloge du divan et de la cheminée, s'assit sur les chaises, prit en main les livres, contempla longuement la photographie de ma maîtresse. Nous avions placé le gramophone entre les piles de livres sur la commode. Et la leçon commença. Elle fit jouer un foxtrot, exécuta les premiers pas, me prit par la main et se mit à me guider. Je trottais docilement, me cognais aux chaises, écoutais ses ordres, ne les comprenais pas, lui marchais sur les pieds, et me montrais aussi maladroit qu'appliqué. Après la deuxième danse, elle se jeta sur le divan, riant aux éclats comme une enfant. Mon Dieu, mais que tu es raide! Marche donc simplement, comme si tu te promenais. Il ne faut pas te donner tant de peine. Je crois que tu as déjà chaud, non? Allons, repose-toi 5 minutes. Danser, vois-tu? Quand on s'y met, c'est aussi simple que de penser, et c'est bien plus aisé à apprendre. Maintenant, tu t'impatienteras moins quand tu verras que les hommes, au lieu de s'habituer à penser, préfèrent appeler M. Haller un traître antipatriote et attendre tranquillement la prochaine guerre. 1 heure après, elle partit en me persuadant que la prochaine fois, ça ira mieux. J'étais d'un autre avis, et fort déçu de ma bêtise et de ma maladresse. Durant cette leçon, me semble-t-il, je n'avais rien appris, et je ne croyais pas que cela pût s'améliorer. Non, pour danser, il fallait avoir des qualités qui me manquaient entièrement. La gaieté, la candeur, entrain, légèreté, d'ailleurs, je l'avais toujours su. Mais oh miracle, miracle, la seconde fois.
Cela fut vraiment mieux et commença même à m'amuser. Et à la fin de la leçon, Hermine affirma que je savais le foxtrot. Pourtant, quand elle en déduisit que le lendemain j'irais avec elle dans un dancing, j'eus une peur affreuse et je m'y opposai de toutes mes forces. Elle me rappela froidement mon vœu d'obéissance et me donna rendez-vous pour le lendemain à l'hôtel des Balances. Le soir, je restai à la maison, je voulais lire et ne le pouvais pas. J'avais peur du lendemain. Je m'épouvantais de songer que moi, vieux maniaque farouche et sensitif, je devrais non seulement visiter un de ces stupides dancings modernes avec leur jazz band, mais me produire en public en qualité de danseur sans rien y connaître. J'avoue que je riais et qu'en même temps j'avais honte de moi. Quand je finis, tout seul, dans mon coin tranquille, par faire marcher le gramophone et par répéter tout doucement sur la pointe des pieds le pas de mon foxtrot. Le jour suivant, à l'hôtel des Balances, un petit orchestre jouait. On servait du thé et du whisky. J'essayai de distraire Hermine en lui offrant des gâteaux, en la tenant par une bouteille de bon vin, mais elle demeura impitoyable. « Tu n'es pas là pour ton plaisir, c'est une leçon de danse. » Je dus danser avec elle 2, 3 fois et, à l'entracte, elle me présenta au joueur de saxophone. Beau jeune homme aux cheveux noirs, d'origine espagnole ou sud-américaine, qui savait, me dit-elle, jouer de tous les instruments et parler toutes les langues du monde. Ce seigneur, paraissait être en grande amitié avec Hermine. Il avait devant lui 2 saxophones de tailles différentes et jouait tantôt de l'un, tantôt de l'autre, tandis que ses yeux noirs, rayonnants, contemplaient attentivement et joyeusement les danseurs. À ma grande surprise, j'éprouvai envers ce beau musicien inoffensif quelque chose comme de la jalousie, pas de la jalousie amoureuse, puisqu'il n'était pas question d'amour entre Hermine et moi, mais une jalousie plutôt morale, une jalousie d'amitié, car il ne me paraissait point digne de l'intérêt, de la distinction exceptionnelle, de l'admiration même qu'elle lui accordait. On m'en fait faire des relations, pensai-je grincheux. Hermine fut invitée à danser coup sur coup, et je restai seul devant mon thé, écoutant cette musique que, jusqu'ici, je n'avais jamais pu supporter. Seigneur, mon Dieu, pensai-je, il faut donc qu'on m'introduise et que je m'acclimate ici, dans ce monde si étranger et si répugnant, que j'avais toujours soigneusement évité et profondément méprisé, ce monde verni et vulgaire des fêtards, des petites tables, du jazz, des filles et des commis voyageurs. Chagrin, je buvais mon thé et fixais la foule semi-élégante. 2 jolies filles attirèrent mes regards, bonnes danseuses toutes 2. Je les contemplais avec dépit et admiration quand elles passaient devant moi, belles, souples, joyeuses et sûres. Hermine, reparaissant, se déclara mécontente de moi. « Tu n'es pas là, gronda-t-elle, pour faire un visage de 6 pieds de long et rester immobile à table. Secoue-toi et danse. Quoi, tu ne connais personne? Ça n'a aucune importance. Il n'y a donc pas là de femme qui te plaise? » Je lui en montrai une, là, la plus jolie de notre voisinage, et qui, avec son petit jupon de velours, ses cheveux blonds coupés de rue et ses bras potelés bien féminins, était délicieuse. Hermine insista pour que, sur le champ, j'aille l'inviter. Je me défendis désespérément. « Je ne peux pas, dis-je, tout malheureux. Oui, si j'étais un beau garçon, mais un vieil empoté comme moi qui ne sait même pas danser, elle va se moquer de moi. » Hermine me regarda méprisante. « Et si je me moque de toi, moi, ça t'est égal? Quel poltron tu fais! Tous ceux qui s'approchent d'une femme risquent qu'on se moque d'eux. C'est l'enjeu. Risque-toi donc, Harry.
et au besoin laisse-la rire de toi, autrement je ne crois plus en ton obéissance. » Elle ne céda pas. Angoissé, je me levai et m'approchai de la jolie fille, juste au moment où recommençait la musique. « Au fond, je ne suis pas libre, » dit-elle en me regardant, curieuse avec ses grands yeux frais. « Mais mon danseur s'éternise au bar, allons-y. » Je l'enlaçai et fis les premiers pas, encore étonné de ne pas avoir été éconduit. Elle s'aperçut bientôt de mon inexpérience et me guida. Elle dansait merveilleusement et m'entraînait. J'oubliai pour quelques instants toutes les règles et mes principes de danse. Je flottais simplement dans son sillage. Je sentais les hanches cambrées, les genoux souples et prompts de ma danseuse. Je regardais son visage rayonnant et je lui avouai que je dansais aujourd'hui pour la première fois de ma vie. Elle souriait, m'encourageait et répondait à mes regards admirateurs et à mes paroles flatteuses, non par des mots, mais par des petits mouvements exquis qui nous rapprochaient délicieusement. De la main droite, j'enlaçai étroitement sa taille, je suivais, heureux et attentif, les mouvements de ses jambes, de ses bras, de ses épaules. Pas une seule fois, à mon étonnement, je ne lui marchai sur les pieds, et la musique finie, nous restâmes debout à applaudir jusqu'à ce que la danse reprît, et de nouveau ardemment, amoureusement, pieusement, j'accomplis le rite. Lorsque la danse cessa, trop tôt à mon gré, la jolie fille veloutée se retira et soudain je vis près de moi Hermine, qui nous avait regardés. « Tu as compris, » approuva-t-elle en riant. « Tu as découvert qu'une jambe de femme n'est pas une jambe de bois. C'est déjà quelque chose, Dieu merci, tu danses maintenant le foxtrot. Demain on passera au Boston et dans 3 semaines il y aura un bal masqué au Globe. » C'était l'entracte, nous étions assis, et Pablo, le beau joueur de saxophone, fit signe à Hermine, et vint s'asseoir près de nous. Il semblait fort lié avec elle. J'avoue que ce monsieur, lors de notre première rencontre, était bien loin de me plaire. Il était beau, ce n'était pas niable de corps et de visage, mais je n'arrivais pas à lui trouver d'autres qualités. Quant à son polyglottisme, il en usait à son aise, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas du tout, ou alors prononçait seulement des mots comme s'il vous plaît, merci, certainement, si vous voulez, hello, thank you, qu'il connaissait effectivement en plusieurs langues. Non, non, il ne parlait pas beaucoup, le Señor Pablo, et il semblait penser encore moins, ce beau caballero. Son occupation était de jouer du saxophone dans le jazz band et il paraissait se consacrer à ce métier avec passion. Parfois, au milieu du morceau, il battait des mains ou se laissait aller à des manifestations enthousiastes comme par exemple à chantonner tout haut wow, 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 ha ha hallo. À part ça, il semblait n'exister que pour être beau, pour plaire aux femmes, pour porter des cols et des cravates à la dernière mode et de nombreuses bagues aux doigts. Sa conversation consistait à être assis près de nous, à nous sourire, à regarder son bracelet-montre et à rouler des cigarettes. Chose qu'il faisait très adroitement. Ses beaux yeux sombres de créole, ses boucles noires, ne dissimulaient aucun romantisme, aucun problème, aucune pensée. Vu de près, le demi-dieu exotique n'était qu'un gosse joyeux et peu gâté, aux manières agréables, pas autre chose. Je lui parlai de son instrument et des tonalités nuancées du jazz pour qu'il vît qu'il avait fait à un vieil amateur. À cela, il ne répondit même pas. Et lorsque par politesse pour lui, ou plutôt pour Hermine, j'entrepris quelque chose comme une justification théorique du jazz, il sourit candidement à mes efforts, sans paraître savoir qu'avant et en dehors du jazz, il existait quelque autre musique. Il était aimable et gentil, ses grands yeux vides souriaient gentiment, mais entre lui et moi, il ne paraissait y avoir rien de commun, rien de ce qui lui était important et sacré ne pouvait l'être pour moi. Nous venions de 2 pôles différents, nous ne parlions
pas un seul mot de la même langue. Mais, plus tard, Hermine me conta une chose curieuse après notre conversation. Pablo lui avait dit « Ménage bien cet homme, il est si malheureux. » Et quand elle lui demanda de quoi il tirait cette conclusion, il répondit « Pauvre, pauvre garçon, regarde ses yeux, il ne sait pas rire. » Lorsque le musicien aux yeux noirs eut pris congé de nous et que le jazz reprit, Hermine se leva. « Veux-tu encore danser avec moi, Harry? À moins que ça ne te dise plus rien. » Je dansais maintenant plus légèrement, librement et joyeusement, quoique sans l'abandon et la spontanéité que m'inspirait l'autre femme. Hermine me laissait conduire et s'adapter à moi, légère et douce comme une pétale de fleur. Chez elle aussi je retrouvais et sentais maintenant toutes ces beautés tantôt approchantes, tantôt fuyantes. Elle aussi embaumait la femme et l'amour. Sa danse, douce et intime, chantait elle aussi la chanson tendre et tentante du sexe. Et pourtant, je ne pouvais répondre à tout cela, je ne pouvais entièrement m'oublier et m'abandonner. Hermine m'était trop proche, elle était ma camarade, ma sœur, mon égale, elle me ressemblait à mon ami de jeunesse Hermann, l'enthousiaste, le poète, le compagnon ardent des travaux et des excès de mon esprit. Je le sais, dit-elle plus tard, lorsque je lui en parlai, je le sais très bien. Malgré tout, je te rendrai encore amoureux de moi, mais ça ne presse pas. Pour l'instant, nous sommes camarades, nous sommes des gens qui espèrent devenir amis, parce qu'ils se sont reconnus. Maintenant, nous allons jouer ensemble et nous enseigner mutuellement. Je te montrerai mon petit théâtre, je t'apprendrai à danser, à être un peu bête et un peu gai. Et tu me montreras tes pensées et un peu de ton savoir. Ah, Hermine, il n'y a pas grand-chose à montrer. Tu en sais bien plus que moi. Quel être remarquable tu fais, toi. Tu me comprends tout, tu me devances partout. Suis-je donc quelque chose pour toi? Se peut-il que je ne t'ennuie pas? D'un regard assombri, elle fixa le parquet. Je n'aime pas t'entendre parler ainsi. Songe au soir où, claqué à bout du fond de ta torture et de ta solitude, tu es venu tomber sur mon chemin pour devenir mon camarade. Sais-tu pourquoi j'ai pu à ce moment-là te reconnaître et te comprendre? Pourquoi, Hermine? Dis-le-moi. Mais parce que je suis comme toi, parce que je suis aussi seul que toi et que j'arrive aussi peu à aimer et à prendre au sérieux les hommes, la vie et moi-même. Il y a toujours des êtres qui exigent de la vie de grandes choses et ne peuvent se faire à sa stupidité et à sa brutalité. Toi? Toi? M'exclamai-je, profondément étonné. Je te comprends, camarade. Personne ne te comprend comme moi, et cependant tu demeures pour moi une énigme, toi qui maîtrises la vie en jouant, toi qui possèdes cette merveilleuse estime des petites choses et des jouissances passagères, toi qui es une telle artiste de l'art de vivre, comment peux-tu souffrir de la vie? Comment peux-tu désespérer? Je ne désespère pas, Harry, mais souffrir de la vie, oh, oui, je connais ça. Tu t'étonnes de ne pas me voir heureuse, moi qui sais si bien danser et me tenir à la surface de la vie. Et moi, mon ami, je m'étonne de te voir si déçu, toi qui es apparenté aux choses les plus belles et les plus profondes, l'esprit, l'art, la pensée. C'est pour cela que nous avons été attirés l'un vers l'autre. C'est pour cela que nous sommes frères et sœurs. Je t'apprendrai à danser, à jouer et à sourire, et à n'être pas satisfait quand même. Tu m'apprendras à penser et à connaître, et à n'être pas satisfaite quand même. Sais-tu que nous sommes tous les deux des enfants du diable? Oui, c'est cela, le diable et l'esprit, et nous sommes si malheureux enfants. Expatriés de la nature, nous sommes suspendus dans le vide. À ce propos, il me vient une idée. Dans le traité du loup des steppes dont je t'ai parlé, il est dit que ce n'est qu'une pure illusion de Harry de se croire deux âmes, de penser qu'il consiste en une ou deux personnalités. Tout homme est fait de 10, de 100, de 1000 âmes. Cela me plaît, s'exclama Hermine.
Chez toi, par exemple, le côté intellectuel est superlativement développé, mais en revanche, tu es très arriéré en tout ce qui concerne l'art de vivre et ses petites pratiques. Le penseur Harry a 100 ans, mais le danseur Harry a un jour à peine. C'est celui-là que nous allons faire progresser, et tous ses petits frères qui sont aussi gosses et bêtes et blancs-becs que lui. Elle me regarda en souriant et doucement, d'une voix changée. Et Maria, t'a-t-elle plu? Maria? Qui est-ce? Celle avec qui tu as dansé. Une belle fille, une très belle fille. Tu en étais un peu amoureux, si je ne me trompe. Tu la connais donc? Oh, oui, nous nous connaissons très bien. Et est-ce que tu y tiens beaucoup? Bon, elle m'a plu et j'ai été bien content de la trouver si indulgente pour un danseur comme moi. Pff, rien que ça. Tu devrais lui faire un peu la cour, Harry. Elle est très jolie et elle danse si bien. Et tu en es déjà amoureux. Je crois que tu auras du succès. Ah, ça, je n'y prétends pas. Voilà que tu mens un peu, mon petit. Je sais bien que tu as quelque part dans le monde une maîtresse et que tu la vois une fois tous les 6 mois pour te quereller avec elle. C'est vraiment beau de ta part de vouloir rester fidèle à cette remarquable amie, mais permets-moi de ne pas y croire tout à fait. En général, je te soupçonne de prendre l'amour terriblement au sérieux. Fais-le si tu veux, aime avec toutes sortes de trucs idéaux si ça te plaît, c'est ton affaire, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est de t'enseigner les jeux légers de la vie. Dans ce domaine, je suis ton professeur, et je te l'apprendrai mieux, crois-moi, que ta bien-aimée idéale. Ça te fera du bien, loup des steppes, de coucher de nouveau avec une jolie fille. Hermine, m'écriai-je torturé, regarde-moi donc, je suis un vieil homme. Tu es un gosse, et de même que tu as été trop paresseux pour apprendre à danser avant qu'il ne soit presque trop tard, tu as été trop paresseux pour apprendre à aimer. L'amour idéal est tragique, oh mon ami, tu le connais à merveille, je n'en doute pas, tous mes compliments, mais tu vas me faire le plaisir d'apprendre à aimer d'une façon plus humaine et plus ordinaire, le plus difficile est fait. On peut bientôt te laisser aller au bal. Demain, tu apprendras le Boston. Je viendrai à 3 heures. À propos, comment la musique t'a-t-elle plu aujourd'hui? Beaucoup. Tu vois, c'est déjà un progrès. Tu as appris quelque chose de plus. Jusqu'à présent, tu n'avais jamais pu supporter la danse ni le jazz. Ce n'était pas assez profond pour toi. Et maintenant, tu vois que point n'est besoin de les prendre au sérieux pour les trouver délicieux et charmants. D'ailleurs, sans Pablo, l'orchestre n'existerait pas. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui mène la baguette. De même que le gramophone abîmait l'atmosphère d'intellectualité ascétique de mon atelier de travail et que les danses américaines importunes destructrices faisaient irruption dans le monde à part de ma musique, de même, de tous les côtés, des éléments nouveaux, effarants, désorganisateurs pénétraient dans ma vie, jusqu'ici si nettement circonscrite et délimitée. Hermine et le traité du loup des steppes avaient raison avec leur théorie des 1000 âmes. Journellement, quelques nouvelles âmes se montraient en moi, à côté des anciennes, émettaient des prétentions, s'agitaient et me montraient distincte comme une image l'illusion de ma personnalité antérieure. Jusqu'ici, je n'avais fait valoir que les capacités et connaissances où, par hasard, j'étais passé maître, et j'avais dépeint l'image et vécu la vie d'un Harry qui n'était au fond qu'un expert en poésie, musique et philosophie. Tout le reste de ma personnalité, le chaos de facultés, d'aspirations, d'instincts, je l'avais considéré comme important et classé sous l'étiquette de loup des steppes. Cependant, ce redressement de mon erreur, cette dissolution de ma personnalité n'était pas uniquement une aventure agréable et amusante, au contraire, elle était souvent d'une amertume douloureuse, presque insupportable.
Le gramophone faisait parfois un bruit diabolique, dans ce milieu où tout était destiné à d'autres accords. Et fréquemment, en dansant mes one-step dans quelques boîtes à la mode parmi les jouisseurs et les profiteurs élégants, je m'apparaissais comme un traître qui abandonnait tout ce qu'il avait eu dans la vie de sublime et de sacré. Il aurait suffi qu'Hermine me laissât seul pendant 8 jours pour que j'abandonnasse cette pénible et ridicule tentative de me poser en viveur. Mais elle était toujours là. Bien que je ne la visse pas tous les jours, j'étais toujours vu d'elle, dirigé, surveillé, conseillé, et c'est avec un sourire qu'elle lisait sur mon visage toutes mes révoltes rageuses et mes tentatives de fuite. Avec la destruction progressive de ce que j'avais jadis appelé ma personnalité, je commençais à comprendre pourquoi, malgré tout mon désespoir, j'avais eu une peur aussi épouvantable de la mort. Je commençais à m'apercevoir que cette peur lâche et hideuse faisait partie, elle aussi, de mon ancienne existence hypocrite et bourgeoise. Ce monsieur Haller, tel qu'il avait été jusqu'ici, écrivain de talent, amateur éclairé de Goethe et de Mozart, auteur de méditations valant la peine d'être lues sur la métaphysique de l'art, sur le génie, sur la tragique, sur l'humanité, ermite mélancolique dans sa cellule pleine de livres, se trouvait livré trait par trait à la critique et ne résistait à aucun assaut. Ce monsieur Haller, si doué, si intéressant, avait en effet prêché la raison et l'humanité, protesté contre la bestialité de la guerre, mais pendant qu'on la faisait, ne s'était pas laissé arrêter et fusiller comme l'aurait exigé en somme l'aboutissement logique de sa pensée. Il avait au contraire trouvé une issue quelconque, très convenable et très noble, bien entendu, très noble, mais qui n'en était pas moins un compromis. En outre, cet adversaire du pouvoir et de l'exploitation avait en banque un certain nombre d'actions appartenant à des entreprises industrielles dont il touchait sans remords les dividendes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Harry Haller s'était en vérité merveilleusement travesti en idéaliste et en beau ténébreux, en ermite morose et en prophète courroucé. Mais au fond il restait un bourgeois, réprouver la manière de vivre d'Hermine, se reprocher le temps passé dans les boîtes de nuit et les billets de banque dilapidés, avait des remords et ne désirait aucunement sa délivrance et son perfectionnement, mais au contraire un renouveau de la confortable époque où ces petits jeux intellectuels l'avaient amusé et lui avaient rapporté de la gloire. C'est ainsi que les lecteurs de journaux qu'il raillait et méprisait tant souhaitaient le retour du temps idéal d'avant-guerre parce que c'était plus commode que de tirer des leçons de la souffrance vécue. Quel vomitif, ce monsieur Haller. Et pourtant je me cramponnais à lui, ou plutôt à son masque à moitié démaquillé, à son flirt avec l'intellectuel, à sa crainte bourgeoise du désordre et du hasard, domaine auquel la mort appartenait aussi. Je comparais, railleur et envieux, le nouvel Harry en formation, dilettante, timide et un peu ridicule des dancings, à l'ancienne image faussement idéale en qui je retrouvais tous les traits hypocrites que jadis m'avaient tant choqué dans le portrait de Goethe. Le vieil Harry lui-même n'avait-il pas été un tel Goethe bourgeoisement idéalisé, un héros de l'intellect au regard trop digne, enduit de noblesse d'esprit et d'humanité comme de brillantine et presque attendri par sa propre élévation d'âme? Mais diable, diable! Cette belle attitude s'était lamentablement effondrée, cet idéal, monsieur Haller, se démontait piteusement. Il avait l'air d'un haut dignitaire en pantalon troué, attaqué et dévalisé par les bandits, et qui eût mieux fait d'apprendre le rôle de loqueteux au lieu de continuer à porter ses guenilles comme si elles étaient encore
couverte de décorations et à prétendre en larmoyant à la dignité perdue. Fréquemment, je rencontrais le musicien Pablo, et je dus réviser le jugement que j'avais porté sur lui, ne fût-ce que pour la raison qu'il plaisait à Hermine et qu'elle recherchait avec tant d'empressement sa société. J'avais classé Pablo comme un aimable zéro, un petit belâtre un peu fat, un enfant joyeux et sans problème qui souffle gaiement dans sa trompette de foire et se laisse facilement gouverner par les louanges et les friandises. Mais Pablo était aussi indifférent à mes jugements qu'à mes théories musicales. Il m'écoutait, poli, aimable, souriant sans jamais donner de réponse véritable. Néanmoins, je paraissais l'intéresser. Il se donnait manifestement de la peine pour me plaire et me témoigner sa sympathie. Une fois qu'au cours d'un de ces vains entretiens, je me montrai irrité, presque brutal, il me regarda, consterné, prit ma main gauche, la caressa et m'offrit dans un petit étui doré une dose d'une drogue inconnue, qui me ferait du bien. J'interrogeai Hermine du regard, et comme elle fit oui de la tête, j'acceptai. En effet, en quelques instants, je me sentis rafraîchi et revigoré. Il y avait probablement de la cocaïne là-dedans. Hermine me raconta que Pablo possédait de nombreuses drogues de cette espèce, obtenues par des voies secrètes. Il était passé maître dans l'art de les doser et de les mélanger, et en offrait parfois à ses amis pour calmer les douleurs, pour endormir, pour donner de beaux rêves, pour rendre joyeux, pour rendre amoureux. Je le rencontrai un jour dans la rue, près des quais, et il m'aborda familièrement. Cette fois, je réussis enfin à le faire parler. « Monsieur Pablo, lui dis-je, tandis qu'il jouait avec une mince canne noire et argent, vous êtes un ami d'Hermine. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à vous. Mais puis-je vous dire que vous ne me rendez pas la conversation très facile. J'ai essayé plusieurs fois de vous parler de musique, j'aurais aimé entendre votre opinion, vos objections, votre jugement, mais vous n'avez daigné me donner la moindre réponse. » Il se mit à rire gaiement et, pour une fois, se livrant, dit paisible. « Oh, voyez-vous, selon moi, cela n'a aucune valeur de parler de musique. Je n'en parle jamais. Qu'aurais-je donc pu répondre à toutes les choses justes et intelligentes que vous avez dites? Vous aviez tellement raison. Mais voyez-vous, moi, je suis un musicien et non un savant, et je ne crois pas qu'en musique il soit de quelque importance d'avoir raison. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, d'avoir du goût, de l'instruction, rien de tout cela. Bon, mais alors, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, monsieur Allaire, c'est de faire de la musique, d'en faire tant qu'on peut, le mieux qu'on peut, de toutes ses forces. Cela seul compte, monsieur. Si j'ai en tête les œuvres complètes de Bach et de Haydn, et si je peux en dire les choses les plus intelligentes, ça ne sert encore à personne. Mais si, prenant mon saxophone, je joue un chimie, entraînant le chimie peut être bon ou mauvais, il fera quand même plaisir aux gens. Il leur mettra des fourmis dans les jambes, il leur allumera le sang. Il n'y a que ça qui compte. Regardez donc, regardez donc. Une fois dans un dancing, tous les visages, au moment où la musique reprend, après un entr'acte, tous les visages s'allument, les yeux brillent, les jambes frémissent, les figures s'épanouissent. C'est pour cela qu'on fait de la musique. Très bien, monsieur Pablo, mais il n'y a pas que la musique sensuelle, il y a la musique spirituelle. Il n'y a pas que la musique qui résonne au moment actuel, mais il y a la musique immortelle qui continue à vivre, même quand elle s'est tue. Quelqu'un peut être couché tout seul dans son lit et éveiller mentalement une mélodie de la flûte enchantée ou de la passion selon saint Matthieu. Alors la musique vibre, sans qu'un seul homme joue d'une flûte ou d'un violon. Oui, monsieur Allaire, oui. Valencia et Yerning,
Eux aussi sont reproduits silencieusement toutes les nuits par bien des gens solitaires et rêveurs. La plus pauvre petite dactylo dans son bureau fredonne mentalement le dernier one-step et en rythme l'accompagne en tapant la machine. Ils ont tous raison, ces gens solitaires. Laissons-leur cette musique muette, que ce soit Yerning, la flûte enchantée ou Valencia. Mais cette mélodie solitaire, où la prennent-ils? Ils la prennent chez nous, les musiciens. Elle doit d'abord être jouée et entendue, la musique. Il faut l'avoir dans le sang avant de pouvoir en rêver et la réentendre dans son coin isolé. D'accord, dis-je froidement. Cependant, il n'est pas possible de mettre Mozart et le dernier Foxtrot au même niveau. Et ce n'est pas la même chose de jouer aux gens de la musique divine ou immortelle ou des regains populaires. Non. Dès que Pablo s'aperçut que l'émotion me coupait la voix, il prit son visage caressant, me serra tendrement le bras et donna à sa voix une incroyable douceur. Ah, mon cher monsieur, vous avez sûrement raison avec vos niveaux. Je ne m'oppose certes pas à ce que vous placiez Mozart et Handel et Valencia sur des plans différents, comme il vous plaira. Moi, ça m'est tellement égal, je n'ai pas à établir ces niveaux, on ne me le demande pas. Mozart sera peut-être encore joué dans un siècle, et Valencia ne le sera plus dans 2 ans. Je crois que nous pouvons tout bonnement abandonner cela au bon Dieu. Il est juste, et il a en main la durée de toutes nos vies comme celle de chaque valse et de chaque foxtrot. Il fera sûrement pour le mieux. Mais nous autres musiciens, nous devons faire notre tâche et notre devoir. Nous devons jouer ce qu'on nous demande à l'instant et le jouer aussi bien que possible. En soupirant, je renonçai à mes efforts. Pas moyen de venir à bout de cet homme. À certains moments, l'ancien et l'actuel, la douleur et le plaisir, la crainte et la joie se mêlaient en moi étrangement. Tantôt j'étais au ciel, tantôt en enfer, mais le plus souvent dans les deux en même temps. Le vieil Harry et le nouveau vivaient tantôt en paix, tantôt en conflit amer. Le vieil Harry semblait parfois complètement enterré, puis ressuscité soudain, commandé, tyrannisé, parlait en maître, et le Harry tout neuf, mortifié, penaud, baissait pavillon. D'autres fois, c'était le jeune qui mettait au vieux le couteau sur la gorge et l'enfonçait de toutes ses forces, et ce n'était plus que râle, lutte mortelle et tentation du rasoir. Mais souvent la souffrance et le bonheur me submergeaient d'un même flot. Je vécus un pareil instant le soir où, quelques jours après mon premier essai de danse en public, je rentrai dans ma chambre à coucher et trouvai dans mon lit, à mon saisissement, mon émerveillement, mon effroi et mon ravissement indicible, la jolie Maria. De toutes les surprises auxquelles Hermine m'avait exposé jusque-là, celle-ci était la plus violente, car je ne doutais pas un instant que ce ne fût elle qui m'envoyait cet oiseau de paradis. Ce soir-là, par exception, je n'avais pas accompagné Hermine, mais j'avais entendu à la cathédrale un concert de musique religieuse ancienne, belle et mélancolique excursion dans ma vie d'antan, dans les paysages de ma jeunesse, dans les régions du Harry idéal. Dans le vaste édifice gothique de la cathédrale, dont le beau vaisseau semblait se balancer à la lueur fantomatique des rares cierges, j'avais écouté des airs de Buxtehude, Pachelbel, Bach, Haydn. J'avais suivi comme autrefois les vieux sentiers bien-aimés. J'avais réentendu la voix magnifique d'une chanteuse qui jadis avait été mon amie et avec qui j'avais vibré en de poignantes auditions. Les voix de la musique ancienne, sa grandeur et sa sainteté infinie, avaient réveillé en moi toutes les extases, les élans, les élévations de la jeunesse. Triste et abîmé en moi-même, je demeurai dans le cœur de l'église, réfugié pour 1 heure en ce monde sublime et bienheureux qui avait été ma patrie.
Pendant un duetto de Haydn, les larmes soudain m'étaient venues aux yeux et, sans attendre la fin du concert, renonçant à revoir la cantatrice, oh combien de soirées radieuses avais-je passé avec des artistes après de pareils concerts. Renonçant donc à revoir la cantatrice, je m'étais enfui de la cathédrale et je m'étais brisé à courir les rues nocturnes où, çà et là, derrière les vitres des dancings des jazz bands, jouaient les mélodies de ma vie actuelle. Oh, quel morne chaos était donc devenu ma vie. Pendant cette promenade nocturne, j'avais longuement réfléchi à mes relations singulières avec la musique et reconnu une fois de plus, en ce lien aussi funeste qu'attendrissant, le destin de tous les intellectuels allemands. L'esprit allemand est dominé par le droit maternel, enchaîné à la nature par une hégémonie de la musique telle que ne l'a connue aucun autre peuple. Nous autres intellectuels, au lieu de nous défendre virilement contre cette invasion, au lieu d'obéir au logo, au verbe, et de lui trouver un moyen d'expression, nous rêvons d'un langage sans parole, qui dise l'inexprimable et représente l'indicible. Au lieu de jouer fidèlement et honnêtement de son instrument, l'intellectuel allemand a toujours frondé le verbe et la raison et courtisé la musique. Son esprit s'est abîmé dans la musique, dans les harmonies merveilleuses et célestes, dans les sentiments et les états d'âme exquis et miraculeux, à jamais irréalisés, et il en a négligé la plupart de ses tâches réelles. Nous n'étions pas chez nous dans le réel, nous lui étions hostiles et étrangers, et c'est pourquoi dans notre réalité allemande, dans notre histoire, notre politique, notre opinion publique, le rôle de l'esprit fut tellement lamentable. Eh oui, j'avais souvent ressassé ces réflexions, non sans éprouver de temps en temps la soif violente de contribuer moi aussi, une bonne fois, à modeler la réalité, à agir en être sérieux et responsable, au lieu d'évoluer éternellement dans l'esthétique et les idéologies. Mais cela finissait toujours par la résignation, par l'acceptation de la fatalité. Messieurs les généraux et les grands industriels avaient bien raison. Nous n'étions bons à rien. Nous autres intellectuels, bande de bavards intelligents, irresponsables, improductifs, ignorants de la réalité, poids, saleté, rasoir, ainsi plein des réminiscences et des ressentiments de la musique, le cœur lourd de tristesse et d'élan vers la vie, la réalité, le sens, l'irrévocablement perdu, j'étais enfin rentré. J'avais monté les escaliers, allumé la lampe du salon, essayant en vain de lire un peu, songé au rendez-vous où je serais forcé de m'asseoir à danser et à boire du whisky au Cecil Bar, et ressenti de la colère et de l'amertume non seulement contre moi-même, mais aussi contre Hermine. Qu'importait que ses intentions fussent les meilleures du monde, qu'importait qu'elle fût une créature admirable. Elle aurait mieux fait à ce moment-là de me laisser périr au lieu de me traîner et de me ravaler dans ce monde jouisseur, trouble, papillotant, où je resterais toujours malgré tout un étranger, et où étouffait et se consumait ce qu'il y avait de meilleur en moi. Tristement, j'avais éteint ma lumière, tristement ouvert la porte de ma chambre, tristement commencé à me déshabiller, lorsqu'une senteur inaccoutumée me frappa. C'était un léger parfum et, me retournant, je vis dans mon lit la jolie Maria, souriante, un peu inquiète, ses yeux bleus grands ouverts. « Maria ?» dis-je, et ma première pensée fut que ma logeuse me donnerait congé si elle apprenait cela. « Je suis venue, dit-elle doucement. Vous m'en voulez ? Non, non, je sais bien. Hermine vous a donné la clé. Oui, oui. Oh, vous êtes mécontent, je vais m'en aller. Non, 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 belle Maria, restez. Mais ce soir, justement, je suis très triste.
Je ne peux pas être gai aujourd'hui, peut-être le pourrais-je de nouveau demain. Je m'étais légèrement penché vers elle, et soudain elle prit ma tête dans ses deux mains grandes et fermes, l'attira et me baisa longuement. Je m'assis alors sur le lit auprès d'elle. Je retins sa main, la priai de parler tout bas, pour qu'on ne nous entendît pas, et contemplai son beau visage qui reposait sur mon oreiller, étrange et merveilleux, comme une grande fleur. Lentement, elle porta ma main à sa bouche, la tira sous la couverture et la posa sur sa gorge tiède qui respirait doucement. Tu n'as pas besoin d'être gai, dit-elle. Hermine m'a déjà dit que tu avais de la peine, et d'abord ça se voit pas. Mais dis donc, toi, est-ce que je te plais encore? L'autre jour en dansant, tu étais très amoureux. Je baissai ses yeux et je baisai sa bouche, son cou et ses seins. Un instant auparavant, j'avais songé à Hermine avec amertume et reproche, et voilà que je tenais entre les mains son cadeau et que je lui en étais reconnaissant. Les caresses de Maria ne blessaient pas la merveilleuse musique que je venais d'entendre. Elle en était digne. Elle était sa réalisation. Lentement, je tirai la couverture qui dissimulait son beau corps jusqu'à ce que mes baisers fussent parvenus à ses pieds. Lorsque je m'étendis auprès d'elle, son visage en fleurs me sourit doucement et sagement. Cette nuit-là, à côté de Maria, je ne dormis pas longtemps, mais profondément et paisiblement comme un enfant. Entre les heures de sommeil, je buvais sa jeunesse joyeuse, et j'apprenais, dans un doux murmure, bien des choses précieuses sur sa vie et celle d'Hermine. Je connaissais bien peu cette sorte d'être et ce genre de vie. Ce n'était qu'au théâtre jadis que j'avais rencontré par hasard de semblables existences, hommes et femmes, moitié artistes, moitié viveurs. Maintenant, je découvrais ces vies remarquables, étrangement innocentes, étrangement vicieuses, ces filles nées pour la plupart dans la pauvreté, trop jolies et trop intelligentes pour étayer toute leur vie uniquement sur un métier mal payé et sans joie, vivaient toutes tantôt de quelque travail du hasard, tantôt de leur beauté et de leur grâce. De temps en temps, elles passaient quelques mois devant une machine à écrire, parfois elles devenaient les maîtresses de riches mondains, recevaient de l'argent et des cadeaux, habitaient tour à tour des palaces avec autos et fourrures et des mansardes solides. Une offre avantageuse pouvait les entraîner au mariage, mais, somme toute, elles n'y tenaient pas. Certaines n'étaient pas des amoureuses et n'accordaient leur faveur qu'à contre-cœur, après de longs marchandages au prix le plus élevé. D'autres, et Maria était de celles-là, étaient extraordinairement douées pour l'amour et assoiffées de ses joies. La plupart le pratiquaient avec les deux sexes. Elles ne vivaient que pour l'amour, et à côté des amis officiels et payants, elles cultivaient d'autres liaisons amoureuses. Actives et affairées, soucieuses et frivoles, sensées et pourtant étourdies, ces libellules vivaient leur vie aussi enfantine que raffinée, indépendante, ne se vendant que selon leur bon plaisir, attendant tout d'un coup de dés et de leur bonne étoile, amoureuses de la vie et cependant bien moins attachées à elle que le sont les bourgeois, toujours prêtes à suivre un prince charmant dans un château de conte de fées, toujours demi-conscientes d'une fin triste et fatale. En cette première nuit étrange et les jours qui suivirent, Maria m'apprit beaucoup, non seulement des jeux délicieux et d'exquises mignardises d'essence, mais aussi une nouvelle compréhension, des perspectives neuves, un nouvel amour,
Le monde des dancings et des boîtes de nuit, des cinémas, des bars et des salons de thé qui, pour moi, ermite et esthète, gardaient quelque chose d'inférieur, de défendu, d'avilissant, était pour Maria, Hermine et leurs compagnes le monde tout court. Il ne leur semblait ni bon ni mauvais. C'est là que s'épanouissait leur vie, brève et assoiffée. C'est là qu'elles étaient chez elles. Elles aimaient une marque de champagne ou un plat du jour, ou Grimroom, comme nous autres aimons un poète ou un compositeur, et elles dépensaient pour un nouvel air de danse ou pour la chanson huileuse et sentimentale d'un chanteur de jazz la même extase, la même émotion et le même attendrissement que nous dépensions pour Nietzsche ou pour Hansun. Maria me parla du beau joueur de saxophone, Pablo, et d'un song américain qu'il chantait parfois avec un enthousiasme, une ferveur et une admiration qui m'émurent et m'attendrirent 100 fois plus que les extases de quelques intellectuels supérieurs à propos des jouissances artistiques les plus raffinées. J'étais prêt à admirer avec elle, quel que fût le son, les mots pleins d'amour de Maria. Son regard, où s'épanouissait la nostalgie, battait en brèche toute mon esthétique. Certes, il y avait des œuvres de beauté, des œuvres rares et choisies, celles surtout de Mozart, qui me paraissaient au-dessus de tout débat. Mais où était la délimitation? Nous autres, connaisseurs et critiques, n'avions-nous pas ardemment aimé dans notre jeunesse des artistes, des œuvres d'art qui n'étaient plus maintenant que douteux et choquants? Cela ne nous était-il pas arrivé avec Liszt, Wagner, même Beethoven? L'attendrissement enfantin et fleuri de Maria sur le song américain n'était-il pas une émotion artistique aussi pure, aussi belle, aussi indubitablement élevée que les transports de quelques professeurs à propos de Tristan et Isolde ou l'excitation d'un chef d'orchestre dirigeant la 9e symphonie? Et cela ne s'accordait-il point parfaitement avec les opinions de Señor Pablo? Ne lui donnait-il point raison? Ce beau Pablo, Maria, elle aussi paraissait l'aimer. Oh, il est beau, lui dis-je. Il me plaît beaucoup, mais dis-moi, Maria, comment peux-tu en même temps m'aimer moi, vieux bonhomme ennuyeux qui n'est pas très beau, qui a déjà les cheveux blancs et ne sait ni jouer de saxophone ni chanter des chansons d'amour en anglais? Oh, ne dis pas de bêtises, gronda-t-elle. C'est tout naturel, voyons. Toi aussi tu me plais, toi aussi tu as des choses gentilles, charmantes, bien à toi. Ne sois pas différent de ce que tu es, il ne faut pas demander d'explication. Vois-tu, quand tu me jettes un baiser dans le cou ou sur l'oreille, je sens que je te plais ou que tu m'aimes bien. Tu as une raison et une façon à toi de m'embrasser, un peu timide, et qui me dit, il t'aime bien. Il t'est reconnaissant d'être jolie. Moi j'aime ça. Et chez un autre homme, précisément, j'aime juste le contraire, qu'il paraisse se moquer de moi et m'embrasse comme s'il me faisait une grâce. De nouveau, nous nous rendormirent. De nouveau, je me réveillai sans avoir cessé de l'enlacer. Ma belle fleur. Et, chose étrange, la belle fleur restait toujours, malgré tout, le cadeau d'Hermine. Derrière elle, je voyais l'autre dissimulé sous Maria comme sous un masque. Et soudain, je pensais aussi à Erika. Erika, ma méchante bien-aimée lointaine, ma pauvre amie. Elle était à peine moins jolie que Maria, bien que moins affranchie et fleurissante, et moins riche en exquis petits talents amoureux. Tout un long moment, elle demeura devant moi comme une image distincte et douloureuse, aimée et profondément liée à mon destin, puis elle s'abîma de nouveau dans le sommeil, dans l'oubli, dans un lointain à moitié endeuillé. C'est ainsi que, maint souvenir de ma vie, en cette belle nuit tendre, réapparurent devant moi, qui avait vécu si longtemps pauvre, vidé, privé d'image.
Maintenant, merveilleusement éclose au contact des rosses, la source jaillissait riche et profonde, et par moments mon cœur, s'arrêtait de battre de ravissement et de tristesse, en voyant combien était riche la galerie de tableaux de ma vie, combien remplie de constellations et d'astres éternels l'âme du pauvre loup des steppes. Mon enfance et ma mère me contemplaient de là-bas, lumineuse et tendre, infiniment lointaine comme des cimes envolées dans le bleu. Le cœur de mes amitiés retentissait en airain sonore en commençant par le légendaire Hermann, frère spirituel d'Hermine, embaumé et extraterrestre comme des nymphéas, s'épanouissant sur l'eau, flottaient les images des femmes que j'avais aimées, désirées, chantées, dont je n'avais atteint ou tenté d'avoir que quelques-unes. Ma femme, elle aussi, parut, avec qui j'avais vécu maintes années, qui m'avait enseigné la camaraderie, le conflit, la résignation, en laquelle, malgré toutes les insuffisances, j'avais gardé une profonde confiance, jusqu'au jour où, devenue soudain démente et malade, elle m'abandonna en une fuite soudaine et une révolte farouche. Et je reconnus combien j'avais dû l'aimer, et quelquefois j'avais dû avoir en elle pour que cette trahison de ma confiance ait pu me blesser aussi profondément, et pour toute la vie. Ces images, il y en avait des centaines, avec et sans nom, étaient toutes revenues, rejaillissantes, jeunes et régénérées de la fontaine de cette nuit d'amour, et j'apprenais de nouveau ce que j'avais longtemps oublié de ma misère. Je savais quelles étaient la valeur et la possession de ma vie, et qu'elle demeurait indestructible, émotion cristallisée en étoiles que je pouvais oublier sans les détruire, dont les constellations formaient ma légende, dont l'éclat faisait le prix de mon existence. Ma vie avait été pénible, incohérente et malheureuse. Elle conduisait au renoncement et au reniement. Elle avait le goût de l'amertume humaine, et elle était riche. Oui, elle était riche, fière et riche, souveraine, même dans la misère. Qu'importait que le petit bout de chemin qui restait jusqu'au crépuscule fût, lui aussi, lamentablement perdu. Le noyau de cette vie était noble. Elle avait de la dignité, de la race. Je ne misais pas des sous, je misais des étoiles. Il y a déjà longtemps de cela. Bien des choses ont passé et changé depuis. Je ne puis plus me rappeler que de rares détails isolés de cette nuit, paroles qui passaient entre nous, gestes et attitudes profondes et amoureuses tendresse, instants étoilés de réveil au milieu de la pesante fatigue d'amour. Mais ce fut cette nuit où, pour la première fois depuis ma déchéance, ma propre vie me regarda avec des yeux impitoyablement fulgurants, où je reconnus de nouveau le destin dans le hasard, le fragment divin dans les ruines de mon existence. De nouveau, mon âme respirait, mes yeux voyaient, et, par moments, j'avais la divination flamboyante que je n'aurais qu'à rassembler les visions dispersées, à élever et à totaliser en images ma vie de Harry à l'heure loup des steppes, pour entrer en moi-même dans le monde des images et devenir immortel. N'est-ce pas là le but en raison duquel toute vie humaine n'est qu'un essai et une tentative? Le lendemain, après avoir fait partager mon déjeuner à Maria, je réussis à la faire sortir de la maison en contrebande. Le même jour, je louai pour elle et pour moi, dans le quartier voisin, une chambrette qui n'était destinée qu'à nos rendez-vous. Mon professeur de danse, Hermine, poursuivait son cours.
consciencieusement. Elle me faisait apprendre le Boston, sévère et impitoyable. Elle ne me laissait manquer aucune leçon, car il était décidé que j'irais avec elle au prochain bal masqué. Elle m'avait demandé de l'argent pour un mystérieux travesti. Il m'était encore interdit d'aller la voir et même de savoir où elle habitait. Ces 3 semaines environ qui précédaient le bal masqué furent véritablement belles. Maria me semblait être la première véritable amante que j'eusse eue de ma vie. Des femmes que j'avais aimées, j'avais toujours exigé de l'esprit et de la culture, sans jamais vouloir remarquer que la femme la plus spirituelle et relativement la plus cultivée ne donnait jamais de réponse au logos en moi, mais qu'elle s'y opposait toujours. J'apportais aux femmes mes problèmes et mes réflexions, et il m'aurait paru absolument impossible d'aimer plus d'une heure une fille qui avait à peine lu un livre, qui ignorait à peu près ce que c'était que lire d'ailleurs, et n'aurait pu distinguer Beethoven de Tchaïkovski. Maria n'avait pas d'instruction. Elle n'avait pas besoin de ces détours, de ces ersatz. Tous ses problèmes provenaient directement de ses sens. Conquérir avec les sens qui lui étaient donnés, avec son propre corps, ses couleurs, ses cheveux, sa voix, sa peau, son tempérament, autant de bonheur qu'il était possible et concevable. Trouver et faire jaillir par enchantement chez l'amant la réponse, la compréhension, le vivant et vibrant écho à chacune de ses facultés, à chacun de ses ondoiements, à chacune des modulations de sa chair, telle était sa tâche et son art. Lors de notre première danse timide, je l'avais déjà ressenti, j'avais flairé le parfum de cette sensualité géniale, adorablement raffinée, et j'en avais été ensorcelé. Ce n'était certainement pas par hasard qu'Hermine, l'omnisciente, m'avait amené Maria. Son parfum et toute son empreinte étaient estivales, couleur de rose. Je n'avais pas le bonheur d'être le seul amant de Maria, ni son préféré. J'en étais un parmi plusieurs autres. Souvent, elle n'avait pas de temps à me donner, quelquefois 1 heure dans l'après-midi, rarement une nuit. Elle ne voulait pas accepter d'argent. Je sentais là la main d'Hermine. Mais elle accueillait volontiers des cadeaux. Et quand je lui donnai un petit porte-monnaie en cuir rouge, elle me permit d'y mettre quelques pièces d'or. D'ailleurs, elle se moqua de moi à propos de ce porte-monnaie. Il était ravissant, mais absolument démodé. Il datait d'avant le déluge. Dans ce domaine, qui jusqu'ici avait été de l'hébreu pour moi, Maria fit encore mon éducation. J'appris avant tout que ces joujoux, ces objets de luxe, ces bijoux de la mode n'étaient pas seulement des babioles, des brimborions inventés par des fabricants et des commerçants avides, mais qu'ils étaient justifiés, multiples, beaux, que c'était un petit, ou plutôt un grand monde d'objets, ayant pour but unique de servir l'amour, d'affiner les sens, de ravisser un univers inanimé, et de le douer magiquement de nouveaux organes d'amour, de la bague à l'étui de cigarette, du sac à main à la boucle de ceinture. Le sac n'était pas un sac, ni le porte-monnaie un porte-monnaie, ni l'éventail un éventail, ni les fleurs des fleurs, etc. Tout était matière plastique, à l'amour, à la magie, à la tentation. Tout n'était qu'arme, message, éclaireur, appel. À qui, au fond, allait vraiment le cœur de Maria? Souvent, je me le demandais. C'était, je crois, le jeune joueur de saxophone Pablo qu'elle aimait le plus, avec ses yeux noirs perdus et ses longues mains pâles, nobles et mélancoliques. En amour, j'aurais cru ce Pablo plutôt ensommeillé, gâté et passif, mais elle m'affirma que, bien que lent et difficile à animer, il était alors plus tendu, plus dur, plus viril et plus exigeant qu'un boxeur ou un jockey.
C'est ainsi que j'apprenais des choses secrètes sur l'un et sur l'autre, sur le musicien de jazz, sur l'acteur, sur maintes femmes, maintes hommes, maintes filles de notre milieu, que je pénétrais toutes sortes de mystères, que je voyais les dessous des liaisons et des inimités, que je devenais insensiblement, moi qui avais été dans ce monde un étranger sans aucune relation, un intime et un habitué. J'eus aussi sur Hermine quelques révélations. Je rencontrais souvent à présent le seigneur Pablo, que Maria aimait extrêmement. De temps en temps, elle usait de ces drogues secrètes et m'en procurait la jouissance, que Pablo m'offrait toujours avec un zèle particulier. Un jour, il me dit sans détour: Vous êtes beaucoup trop malheureux. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas demeurer ainsi. Ça me fait pitié. Fumez une pipe d'opium. Mon opinion sur cet homme joyeux, intelligent, enfantin et pourtant insondable changeait continuellement. Nous devenions amis, plus ou moins. Je profitais parfois de ses offres. D'un œil un peu égayé, il observait mon béguin pour Maria. Un jour, il organisa un festival chez lui, dans la mansarde d'un hôtel de banlieue. Il n'y avait qu'une seule chaise. Maria et moi devions nous asseoir sur le lit, ce que nous faisions. Il nous fit boire une boisson merveilleuse, mystérieuse, mélange de 3 liqueurs. Puis, lorsqu'il me vit de très bonne humeur, il nous proposa, le regard ardent, de célébrer une orgie amoureuse à 3. Je refusai brusquement. Cela ne m'était pas possible, cependant. Je jetai un regard furtif vers Maria et, bien qu'elle approuvât sur-le-champ mon refus, j'aperçus une lueur dans ses yeux et je sentis son regret de devoir renoncer. Pablo fut déçu, sans en être blessé. Dommage, dit-il. Harry a trop de complications morales, rien à faire. Pourtant, ça aurait été si beau, si beau. Mais je sais, une compensation. Chacun de nous reçut une pipe d'opium, et les yeux ouverts, immobiles, nous vécûmes la scène suggérée par lui. Je sentais Maria frémissante d'extase. Lorsque, ensuite, je ressentis un malaise, Pablo me coucha sur le lit, me fit boire des gouttes. Et quand je fermai les yeux pour quelques instants, je sentis sur chacune de mes paupières un baiser vaporeux plus léger qu'un souffle. Je le reçus comme si je croyais qu'il venait de Maria, mais je savais bien qu'il était de lui. Un soir, il me surprit encore plus. Il surgit soudain chez moi, me dit qu'il avait besoin de 20 francs et me demanda cet argent. En revanche, il m'offrait de disposer cette nuit de Maria à sa place. Pablo, dis-je épouvanté, enfin, vous ne savez pas ce que vous dites. Céder sa maîtresse à un autre pour de l'argent, c'est chez nous la chose la plus honteuse. Je n'ai pas entendu votre proposition, Pablo. Il me regarda apitoyé. Vous ne voulez pas, monsieur Harry, bien, bien. Vous créez toujours vous-même vos difficultés. Alors, ne couchez pas cette nuit avec Maria, puisque vous aimez mieux ça, et redonnez-moi l'argent, tout simplement. Allez, allez, donnez-le-moi. Je vous le rendrai. Il me le faut absolument. Enfin, mais pourquoi faire? Pour Agostino. Vous savez, le second violon. Il y a déjà 8 jours que ce petit est malade, et personne ne le soigne. Il n'a pas un sou, et moi aussi, et je suis dans la dèche. Par curiosité, et un peu aussi pour me punir, je l'accompagnai chez Agostino, auquel il porta du lait et des remèdes dans sa misérable mansarde. Il refit le lit, aéra la chambre, entoura le front frais-vieux d'une compresse selon toutes les règles de l'art, avec la douceur, l'adresse et la promptitude d'une bonne infirmière. Et le même soir, je le vis jouer jusque l'aube de son saxophone au City Bar. Avec Hermine, je causai souvent, longuement et en détail de Maria.
De ses mains, ses épaules, ses hanches, de sa façon de rire et d'embrasser, de danser. T'a-t-elle déjà montré cela? Demanda une fois Hermine en me décrivant un jeu particulier de la langue dans le baiser. Je la priai de me l'enseigner elle-même, mais elle refusa gravement. Cela viendra plus tard, dit-elle. Je ne suis pas encore ta maîtresse. Je voulus savoir comment il se faisait qu'elle fût initiée de l'art de baiser de Maria et à certaines particularités secrètes de son corps, connues seulement de l'amant. Oh, s'exclama-t-elle, puisque nous sommes amis, crois-tu que nous ayons des secrets l'une pour l'autre? J'ai assez souvent couché et joué avec elle, mais oui, oui, tu as eu la chance de tomber sur une belle fille. Elle en sait plus que les autres. Cependant, je crois, Hermine, qu'il y a des choses que vous vous cachez. Ou bien, lui, as-tu dit aussi que tout ce que tu sais sur moi? Non, non, non. Cela, elle ne le comprendrait pas. Maria est admirable, tu as eu de la chance, mais entre toi et moi, il y a des choses dont elle n'a aucune idée. Je lui ai beaucoup parlé de toi, naturellement, bien plus que tu n'aurais voulu à ce moment-là. Il fallait la séduire pour toi. Mais ni Maria, ni aucune autre amie ne te comprendra jamais comme je te comprends. J'ai appris d'ailleurs d'elle-même certains détails sur toi dans la mesure où elle te connaît. Je suis renseigné. Je te connais presque aussi bien que si nous avions souvent couché ensemble. Lorsque je rencontrais de nouveau Maria, j'éprouvais une sensation bizarre et mystérieuse en songeant qu'elle avait tenu Hermine sur son cœur comme elle me tenait moi, qu'elle avait palpé, tâté, goûté et baisé ses membres, ses cheveux, sa peau, tout comme les miens. Les liaisons et les relations nouvelles, indirectes, compliquées, surgissaient devant moi, de nouvelles possibilités de vie et d'amour, et je songeais aux 1000 âmes du loup des steppes.